Si tu comptes bientôt partir en PVT ou si tu hésites encore à le faire, alors reste parce que cette vidéo est faite pour toi. Ça fait maintenant 4 mois que je vis en Nouvelle-Zélande. J'ai d'abord vécu à Wellington, j'ai fait plusieurs tafs et maintenant j'arpente les routes de ce magnifique pays dans mon van. Du coup, je vais te faire une vidéo un peu récapitulative qui va te permettre d'avoir les bases pour savoir qu'est-ce qu'il faut préparer avant de partir, préparer tes démarches et savoir surtout à quoi t'attendre sur place. Je vais découper cette vidéo en plusieurs catégories, donc n'hésite pas à aller voir ce qui t'intéresse le plus, mais honnêtement, si tu veux vraiment avoir un point de vue global, moi je te conseille de regarder en entier. Donc voilà, j'espère que ça te plaira et j'espère surtout que ça sera utile pour toi. Alors évidemment, chaque PVT est différent, je prétends pas avoir une vérité absolue, mais j'espère te donner au moins un point de vue qui te sera utile du coup dans tes démarches et quand tu souhaiteras partir. Alors d'abord, le PVT, c'est quoi? PVT, ça veut dire Programme Vacances Travail. Donc en gros, c'est un visa de 1 an, tu as la possibilité de partir jusqu'à tes 30 ans. C'est-à-dire que tant que tu as fait ta demande avant tes 31 ans, tu pourras partir. Tu as ensuite 1 an pour partir. Si tu pars pas au bout d'une année, eh bien ton PVT sera du coup annulé. Donc le PVT coûte environ, de mémoire, je crois, à 400 €. Ça dépend en fait du taux de change avec le dollar néo-zélandais, mais dans ces eaux-là. Donc pour l'obtenir, c'est assez simple en fait. Tu fais ta démarche en ligne, ça s'obtient assez vite. Moi, je sais que je l'ai eu au bout de 48 heures. Donc vraiment, après, voilà, tu peux avoir des réponses un peu plus tardives. Donc je te conseille évidemment, si tu es sûr de partir, autant le faire en avance. Il faut que tu aies un passeport valide également. Il faut aussi que tu aies une assurance maladie pour éviter justement tout embarras. Moi, je suis parti avec ACS par exemple. Tu payes à peu près 300 € pour une année. Après, regardez, il y a beaucoup de choix en termes d'assurance. Donc en fonction de vos besoins, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas vraiment à regarder ça dans le détail. Mais voilà, c'est obligatoire de partir avec une assurance. Aussi, il est obligatoire du coup d'avoir 2000 € sur son compte en banque français quand vous partez. Donc en fait, c'est de l'argent qui vous permet, en cas de souci, de pouvoir vous en sortir. Donc par exemple, si vous avez du mal à trouver un travail ou si vous avez un souci en arrivant, vous aurez du coup assez de fonds pour pouvoir vous débrouiller ou rentrer en France si besoin. Ils peuvent vérifier ce montant à votre arrivée sur le territoire. Donc faites attention à ça. Et puis c'est toujours bien, je pense, de partir avec de la sécurité, même si du coup le visa vacances-travail va vous permettre du coup de travailler. Parce que comme son nom l'indique, vacances-travail. Après, effectivement, si vous voulez juste kiffer votre vie, c'est possible. Ou si vous préférez juste travailler et essayer de faire de la thune, c'est possible aussi. Mais l'intérêt quand même, c'est de visiter ce beau pays. Moi, ce que je vous conseille du coup pour l'avion, c'est le site Skyscanner. Ça va en fait comparer toutes les compagnies aériennes. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le trajet qui vous convient, le trajet parfait, moi je vous conseille aussi de réserver directement sur les sites officiels des compagnies aériennes parce qu'en fait ça évite qu'il y ait un intermédiaire et ça permet aussi souvent d'avoir les prix du marché directement. Moi j'ai toujours fait ça, ce qui fait que s'il y a des vols qui sont annulés, des soucis, etc. de retard, franchement, il y a beaucoup moins de risques, donc je vous conseille vivement de faire ça. Voilà. Sur place, il y aura aussi des démarches, évidemment. Moi, je vous conseille la première chose à faire, surtout si vous comptez travailler, c'est demander votre IRD number. C'est le numéro d'immatriculation qui va permettre de vous donner une identité en termes de travailleur. Donc c'est essentiel, quand vous êtes recruté, les entreprises vont systématiquement vous le demander. On ne peut pas faire la demande avant, donc il faut vraiment le faire quand on arrive sur le territoire. Mais franchement, pareil, moi je l'ai fait, je me souviens, le lendemain matin des jet lag, je l'ai fait à 5h du matin et je crois qu'à 7h du matin, j'ai eu une réponse. Donc voilà, ça vraiment à faire direct. Si on n'a pas d'adresse fixe, l'IRD number peut faire office de garantie pour les banques. Moi du coup je suis parti sur Kiwi Bank. Il y a plusieurs banques évidemment, je vous laisse tout le loisir de comparer ça. Ouvrir son compte, ça s'est fait hyper rapidement. En une journée, j'avais mon compte en banque. J'ai juste dû attendre une semaine d'avoir ma carte Visa. Sachez qu'en Nouvelle-Zélande, parfois on a des frais quand on paye avec du sans contact. Donc ça peut être bien de soit swiper sa carte, ce que je fais souvent moi ici du coup, soit de l'insérer. Mais voilà, normalement il l'indique forcément sur le TPE, mais vous ne faites pas avoir parce qu'il y a beaucoup de TPE où effectivement vous allez payer des frais en plus et c'est un peu dommage je trouve, ça peut vite s'accumuler à la longue. Après, autre chose que vous allez faire du coup, c'est sûrement ouvrir une ligne téléphonique, enfin je veux dire avoir une carte SIM. Donc en fait en Nouvelle-Zélande, pareil, là les démarches sont hyper simples. Moi je suis parti sur 2Degrees, mais il y a d'autres gros opérateurs, il y a Spark et il y a One qui sont des gros opérateurs également. Les forfaits sont peut-être un petit peu plus chers qu'en France, moi je trouve, donc regardez un petit peu. Après je sais que si vous partez à deux, il y a par exemple 2Degrees qui fait des forfaits pour 2 personnes qui sont vachement avantageux. Donc si vous venez en couple ou avec des potes, regardez parce que moi j'aurais bien aimé faire ça. Et dernière démarche, c'est quand vous achèterez un véhicule, moi je vous conseille vraiment de prendre une assurance pour votre véhicule. Sachez que c'est pas obligatoire en Nouvelle-Zélande, mais si vous arrive un truc, sachant que on conduit à gauche, il y a des signalisations, etc. qui peuvent être un petit peu tricky si on n'est pas habitué. Donc je vous conseille vraiment cette assurance. Moi je suis parti sur A Assurance. C'est pas si cher.
Il me semble que je paye à peu près 30 à 40 euros par mois. J'ai pris un truc assez complet avec une franchise pas trop haute. Et pareil, démarche hyper simple, hyper facile. Vraiment, voilà, faites ça. Je vous invite à aller sur le site PVTIS qui est hyper complet, qui détaille ses démarches encore plus. Donc si vous voulez un peu plus de précision, je vous mets le lien en description. C'est vraiment la bible de la personne qui part en PVT. Je vais vous parler maintenant plutôt du taf en général en Nouvelle-Zélande. Alors moi, mon objectif déjà, c'est pas forcément de me faire de l'argent, mais en fait, c'est d'être autosuffisant. Donc l'idée, c'est que je vienne ici, que je gagne assez d'argent en fait pour pouvoir faire mon voyage comme il faut, et qu'ensuite je puisse repartir sans avoir trop touché à mes économies en France. Donc pour l'instant ça passe, mais j'avoue que c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais, parce que on est là, on a vite envie de visiter, et du coup en fait il va vraiment avoir ce dilemme entre le travail et vraiment voir le maximum du pays. Donc moi j'ai commencé, mon premier taf c'était dans une épicerie française où on vendait notamment pas mal de fromage. Ça, je l'ai fait à peu près 2-3 mois. Donc après, je suis parti, j'ai commencé mon road trip et ensuite j'ai travaillé dans une ferme de kiwis. La Nouvelle-Zélande, le taf le plus simple, je pense, à trouver, dites-vous que c'est vraiment tout ce qui est ferme, cueillette, etc. Parce qu'ils ont besoin de pas mal de main-d'œuvre. Il y a énormément de possibilités. En fait, ils ont un climat tellement varié qu'ils ont énormément de cultures différentes et ils cherchent souvent des gens. Moi, par exemple, j'ai commencé, je m'étais dit avec mon pote, ok, vas-y, on va faire un peu de picking. Je m'y suis mis la matinée et le même matin, en fait, on a trouvé. Donc c'est pour vous dire que franchement, si vous cherchez un peu normalement, ça, vous devrez trouver assez facilement. Après, d'expérience, j'ai beaucoup de potes qui travaillent aussi dans la restauration. J'ai aussi pas mal de potes qui font de l'intérim, qui permet du coup d'être aussi flexible et de choisir un petit peu quand on travaille. En parlant de paye, sachez que je me rends compte qu'on peut largement, comme je disais, gagner sa vie et du coup pouvoir voyager, etc. Parce qu'on est payé à peu près je crois que c'est à peu près le SMIC français équivalent. C'est à peu près 24 $ de l'heure, le salaire minimum ici. Donc sachez que c'est ok, mais que si votre but c'est de vous faire de l'argent, je pense pas que ce soit le meilleur pays. Je pense qu'on se fait beaucoup plus d'argent en Australie. On parle de gens qui m'ont parlé de ça, qui ont pu faire des PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc c'est à savoir. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai toujours été payé à peu près au salaire minimum ou un petit peu plus. Donc c'est pour ça. Après, effectivement, si vous avez des compétences particulières, moi j'ai une pote par exemple qui est coiffeuse en France, qui a réussi à trouver du taf dans un salon de coiffure ici. Et aussi, en parlant du picking, quand on fait de la récolte pure, on est souvent payé au rendement, mais si on est assez productif, on peut au final être pas trop mal payé. Après voilà, je trouve que franchement, c'est pas trop dur de trouver un taf, honnêtement. Il y a plusieurs sites pour ça, il y a TradeMe, il y a Seek. Il y a les groupes WhatsApp français qui sont hyper actifs avec énormément de PVTistes qui peuvent vous donner des contacts. Et ça, c'est intéressant. Moi, perso, je suis plutôt passé par ça. Et aussi, voilà, ça, c'est une petite parenthèse, mais si vous voulez transférer de l'argent de la France vers la Nouvelle-Zélande ou vice-versa, il y a Wise, qui est une app qui marche très bien, que j'utilise, qui vous permettra, si vous avez besoin d'un peu d'argent néo-zélandais pour démarrer, ou si justement vous avez gagné pas mal d'argent en Nouvelle-Zélande, vous avez réussi à mettre de côté et vous voulez rapatrier en France, pareil, passez par cette application, enfin, c'est mon conseil. Tu payes des petits frais, mais franchement c'est assez tranquille et sinon ça reste vraiment au taux de change en vigueur. Et pour parler du coût de la vie, en vrai, moi je trouve que c'est un petit peu moins cher qu'en France. En termes, par exemple, quand tu vas dans les supermarchés, l'essence est un peu moins cher qu'en France aussi. On est souvent autour de 2,50 $, ce qui est pour le litre, donc c'est-à-dire 1,25 € pour le litre, ce qui est ok de ouf. En vrai, tout est un chouïa moins cher, je trouve. Donc en fait, on s'en sort assez bien. Et voilà. Pareil, je voulais une petite parenthèse, mais en Nouvelle-Zélande, on n'est pas payé au mois, mais à la semaine. Donc par exemple, quand vous serez payé toutes les semaines. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf, parce que ça permet de vachement bien gérer son budget. Et c'est pareil pour le loyer, si vous prenez un appartement, vous avez toutes les semaines, vous donnez tant d'argent. Et je trouve que c'est super et que peut-être on devrait faire ça en France, bien que j'imagine que peut-être ça doit complexifier un petit peu la compta, parce que du coup, il y a plus de transactions qui sont faites, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tant que travailleur, en tant que personne qui paye des loyers, etc., je trouve ça vraiment génial. Maintenant, je vais faire un petit point sur la culture en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, évidemment, c'est un pays anglophone, donc on parle anglais. Donc, si votre objectif, c'est d'apprendre l'anglais, ça peut être très très sympa pour vous de venir ici. Les Néo-Zélandais sont très cool. Il y a la culture maori qui sont en fait les natifs néo-zélandais, qui est quand même assez ancré. Il y a vraiment, je trouve, un travail qui est fait
pour vraiment garder cette culture, ne pas perdre cette empreinte. Dans beaucoup de sites qu'on va visiter, on va avoir souvent, tu vois, des explications en anglais et en maori. Et souvent, il va y avoir en fait une symbolique maori dans les montagnes. Donc il y a énormément de légendes, etc. Donc si on s'intéresse un peu à ça, ça peut être vraiment, vraiment intéressant d'étudier cette culture. En termes de nourriture, que dire ? Je trouve qu'il n'y a pas de cuisine vraiment particulière, typique néo-zélandaise. Mais voilà, en fait, par exemple, c'est la fameuse paille, la paille aux champignons, à la viande, etc., qui est très connue ici, on en trouve partout, quoi. Et sinon, voilà, j'ai pas tant pu expérimenter, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses. Par contre, on peut vraiment bien manger parce que, comme je disais, ils ont énormément de fruits et légumes locaux. On peut aussi manger vachement de saison. D'ailleurs, les supermarchés sont super là-dessus parce qu'il y en a plein qui t'indiquent « Tiens, celui-là, il est de saison ». Il y a vraiment de quoi faire et donc, en termes de cuisine, je trouve qu'on peut vraiment manger healthy. Donc, si vous comptez cuisiner, franchement, je pense que vous ne serez pas trop perdu. Moi, j'ai pas trop eu du mal à m'y retrouver dans les supermarchés. Et du coup, en termes de bouffe aussi, dans les supermarchés, bon, il y a des trucs qui vont manquer. Par exemple, le fromage, je trouve que c'est pas aussi bien qu'en France. La charcuterie aussi, pas ouf. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment ça, je crois. C'est le fromage et la charcute, quoi. Mais sinon, pour le reste, bah, ça va. Mais je suis sûr que quand je rentrerai en France, je vais me régaler. Et je ressens pas un manque si fou que ça. Voilà, ce qui me manque, ça va plus être forcément un peu mes proches, ma famille. Attention quand même au décalage horaire qui est actuellement de 12h quand c'est l'heure d'hiver en France et de 11h quand c'est l'heure d'été. Ce qui est quand même assez important, donc vous les appelez soit le matin en vous levant, soit le soir avant de vous coucher, en gros. Mais ça se fait bien. Ah là là, le soleil se couche, j'espère que j'aurai assez de lumière pour terminer cette vidéo. Je voulais vous parler un petit peu du coup d'une raison pour laquelle moi je suis venu personnellement, c'est la nature. La Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. Donc il y a l'île du Nord, l'île du Sud, et vraiment, il y a de tout. Il y a des forêts, il y a des plages, il y a des montagnes. Et du coup, en termes de randonnée, c'est vraiment incroyable. Il y a une diversité de paysages qui est assez folle. Donc voilà, vous allez kiffer. En termes de faune, par contre, il n'y a pas genre des kangourous ou des serpents. Franchement, c'est plutôt safe là-dessus. Il n'y a pas trop d'animaux dangereux. Par contre, il y a des oiseaux de ouf. Il y a beaucoup d'oiseaux natifs qui sont restés là. Et donc, c'est assez fou. Et après, en termes de flore aussi, il y a énormément en fait, d'arbres ou de plantes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Et je crois qu'il y a énormément de plantes uniques à la Nouvelle-Zélande qui s'expliquent par le fait que ce soit une île un petit peu expatriée, loin de tout. Une île qui est d'ailleurs l'endroit sur Terre qui a été habité par l'homme en dernier. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment uniques et propres à cette île. Par contre, voilà, faut dire qu'en termes de ville, c'est beaucoup plus petit, un pays avec une grosse concentration démographique, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais voilà, si votre truc c'est vraiment le côté urbain, si vous aimez sortir par exemple, franchement je trouve que les Néo-Zélandais se couchent assez tôt. Il n'y a pas tant de vie nocturne, un petit peu, il y a des bars et c'est trop cool, il y a des soirées un petit peu dansantes et tout, mais il n'y a pas par exemple de boîtes, donc voilà, c'est pas trop ça. Les villes sont assez petites. Auckland, j'y suis passé rapidement, j'ai pas trop aimé. Wellington, je trouve que c'est très beau, mais encore une fois, c'est très bien parce que la nature qui entoure la ville en fait est magnifique. Puis t'as la mer, puis t'as plein de points de verdure, etc. Donc c'est pour ça que j'ai énormément aimé Wellington. Et du coup, cette nature, comment on l'explore ? Il y a plusieurs façons de le faire, mais une façon qui est quand même assez incroyable ici, c'est de prendre un van, d'acheter un van et de partir sur les routes. Pourquoi le van est une façon incroyable de le faire ? Parce que je trouve que ce pays est fait pour le van en fait. Il y a beaucoup de campings qui sont gratuits, donc ça permet déjà d'économiser un loyer quand on vit dans son van. Et en fait, tout est fait pour que ce soit facile. Il y a des douches publiques quand même, ou sinon on peut toujours aller dans des piscines, etc. Pour se débrouiller. Il y a des points de vidange un peu partout pour vider son eau sale, mettre son eau propre, etc. Donc ça, c'est génial. Et du coup, il y a des applis qui sont très utiles pour trouver tous ces points d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a Campermate, qui est une application gratuite, et Wikicamp, qui est payante, mais c'est genre 4 €, et t'as beaucoup plus de trucs. Donc moi je trouve que c'est bien, j'utilise les deux un peu. J'utilise beaucoup Wikicamp pour chercher mes campings, et Campermate pour chercher les points de vidange et tout. Mais vraiment les deux applications sont trop indispensables je trouve quand tu vis en van. Et après le van c'est incroyable parce que c'est quand même une façon de rencontrer aussi des gens sur la route. Donc tu peux partir à 2 dans un van ou à plus, même si t'as un van de ouf. Mais voilà, et en fait ça te donne une liberté qui est folle. Tu peux vraiment aller d'un endroit à l'autre hyper facilement et du coup tu visites le pays de long en large. Et je trouve que de faire ça, ça te donne aussi une conscience de ton espace
et de ce qui t'entoure. Et j'ai l'impression que je commence un peu à repérer, tu vois, dans l'île du Nord, vu que je commence à avoir pas mal fait de route, les points qui sont intéressants. Et franchement, tu kiffes vraiment cette façon. Et moi, personnellement, j'avais peur justement d'avoir du mal, de sacrifier un peu de confort. Mais dites-vous que là, on est début février. Et depuis tout 2026, je n'ai fait que vivre dans mon van. Je n'ai pas dormi dans un lit normal de tout 2026. Et en vrai, ça va. Genre, je pensais pas, mais je dors très bien. Et je suis content et c'est douillet et c'est trop confort. Et voilà, et en fait j'arrive facilement à me faire à manger, etc. Parce que j'ai une gazinière qui a deux spots. Et donc on arrive à s'en sortir franchement pas trop mal. Forcément, ça demande un petit temps d'adaptation, d'habitude, de bien organiser son espace, perdre un peu du temps des fois voilà, à se mettre en mode lit, en mode table, sortir la table, sortir la gazinière. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont un peu chiants, mais franchement ça se fait bien. Et en vrai, cuisiner quand il fait beau, c'est ouf. Après voilà, quand il pleut, c'est un peu plus chiant. Heureusement, là, j'ai choisi de le faire plutôt en été. Donc, on a plutôt des beaux jours. Mais c'est vrai que c'est un point à prendre en compte, effectivement. Après, si vous en avez marre, il y a toujours la possibilité de faire des auberges, etc. D'ailleurs, moi, je vous conseille, si vous partez tout seul, n'hésitez pas à faire des auberges au début pour rencontrer des gens, etc. Moi, ma stratégie, c'était vraiment d'arriver du coup dans une ville, d'arriver à Wellington. J'ai pris une coloc avec des gens. Du coup, je me suis fait des potes. Et résultat, après, je suis parti avec eux en van. Et du coup, on a fait une grande partie du Nord ensemble. Et on va sûrement se retrouver pour le Sud. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, si vous partez seul, franchement, les gars, ayez pas peur. Vous rencontrerez des gens. Même moi, des fois, sur la route, sur des campements, tu vois des gens, tu discutes assez facilement, les gens sont assez ouverts. Et quand les gens sont dans ton cas et qu'ils voyagent tout seuls, ils ont aussi envie de voir des gens. Voilà. Il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui partent seuls, du coup, un peu comme moi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent en couple. Donc c'est une expérience complètement différente, encore une fois, mais hyper sympa, je pense, d'être en van avec quelqu'un et tout. Les gens ont l'air de kiffer, donc franchement, n'hésitez pas à faire ça à deux, si jamais être seul, ça vous fait un peu peur. Après, voilà, attention, encore une fois, si vous partez à deux en van, ça peut aussi effectivement briser des amitiés, voire peut-être même briser des couples, hein, parce que du coup, forcément, on est tout le temps l'un sur l'autre. Il faut vraiment partir avec quelqu'un qu'on aime bien. Et surtout, je pense, si on est deux, peut-être acheter quelque chose d'un peu plus confort, un peu plus grand. En parlant d'acheter un van, je voudrais du coup mentionner le marché du van en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, il faut savoir que les vans vont être beaucoup plus chers en été, dans les périodes chaudes, au printemps, etc., qu'en hiver. Forcément, parce que les gens préfèrent partir en van quand il fait beau. Après, quand je dis cher, attention, on peut trouver vraiment des vannes de 5 000 à 18 000 dollars en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que ça peut vraiment varier de 2 500 à 9 000 euros. Et voilà, maximum 10 000 euros pour un van vraiment ouf. Mais en vrai, il y a un énorme marché de l'occasion. Il y a beaucoup de voitures qui sont des voitures importées du Japon qui sont du coup pas trop chères aussi. Et il y a énormément de vannes déjà équipées, etc., déjà prêts en fait, clés en main pour pouvoir partir en voyage. Ça peut être une stratégie. Si jamais vous voulez partir et pas acheter un van trop cher, achetez-le du coup en hiver ou à la fin de l'été, en automne, etc. Comme ça, vous l'aurez pas trop cher. Quitte à par exemple l'acheter en arrivant, travailler et partir plus tard, le garder de côté, l'utiliser juste pour faire des petits trucs de temps en temps et ensuite du coup en profiter l'été quoi. Ça peut être une idée et voilà, sachez que si vous l'achetez en hiver et que vous le revendez l'été, normalement vous le revendrez plus cher, ce qui est un peu la loi du marché. Et ça se comprend, parce que partir l'été, ça a des avantages un peu assez clairs quand on vit en van, comme je l'ai mentionné. J'ai acheté mon Voxy 11 000 $, donc à peu près 5 500 €. Et j'en suis très content, je pense que je l'ai acheté un peu cher parce que du coup c'était le printemps, c'était bientôt l'été, donc les prix commençaient déjà pas mal à augmenter. Mais voilà, je m'en sers tellement que je trouve que finalement ça reste tellement plus rentable que de louer un véhicule par exemple. Donc voilà, je voulais conclure sur une petite réflexion un peu sur le voyage. Donc déjà, en vrai, si jamais vous hésitez à partir et que ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête, je pense qu'il faut le faire. On a toujours un truc où on se dit « Bah putain, j'ai mes études, j'ai du taf, j'ai des trucs qui m'attendent ». On va toujours se trouver des excuses, mais en fait, il n'y aura jamais un moment parfait. Il y a des moments plus opportuns que d'autres, je suis d'accord. Mais si on voit une petite fenêtre, je pense qu'il faut y aller. En fait, il ne faut pas se poser la question parce qu'il faut mieux le faire et ne pas aimer et rentrer que ne jamais le faire et de se poser la question « Putain, mais si j'étais parti, si je l'avais fait, quoi, peut-être ça aurait été ouf ». Je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvaises raisons pour partir. Il faut le tester pour comprendre si ce qu'on cherche, c'est ça ou pas, quoi. Donc ça fait forcément évoluer. En France, voilà, on a nos habitudes, on peut trouver un travail plus facilement, on connaît des gens.
Là, ça demande quand même un peu de courage de partir seul et je trouve que ça permet aussi de se forger un petit peu, de gagner en autonomie, de gagner sur plein de compétences. Et voilà, après, une fois que vous arrivez, c'est à vous de vous fixer vos objectifs. Mes objectifs, c'était vraiment de kiffer, de visiter et aussi de faire du coup ma passion qui est la vidéo en reprenant tout ce qui est vlog. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez en voir plus, parce que je fais pas mal de vidéos thématiques sur mon voyage, si votre objectif c'est d'apprendre l'anglais, bah venez et essayez de pas rester trop avec des Français. Si votre objectif c'est juste de visiter, bah venez juste visiter. Si votre objectif, voilà, c'est développement personnel, en apprendre plus sur vous-même, etc. Je pense aussi que c'est un super pays pour ça, donc il y a plein de raisons. Chaque voyage en PVT est unique, chacun vit son PVT différemment et c'est ça qui est vachement beau. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes attentes et du coup c'est super parce qu'on fait les choses différemment. T'as une liberté quand même assez grande et c'est ça je pense la force du PVT. Moi j'ai longtemps hésité, il a fallu qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie pour que je me décide à partir et au final je suis content parce que c'est un truc qui me trottait dans la tête et si je l'avais pas fait, bah, j'aurais été déçu. On fait des rencontres de ouf, on rencontre des gens de ouf, enfin, c'est génial et c'est forcément un souvenir qui restera gravé en vous. Et ça, c'est ce qui compte le plus, je trouve. Je dis pas que tout sera rose, il y aura peut-être des moments de doute, des moments où on se sentira seul. Mais auberge où j'ai été, j'ai pas réussi à trop sociabiliser. Donc tu te dis putain, merde, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, je suis vraiment à l'autre bout du monde, littéralement. Je pense que si on a des moments de doute, il faut essayer de les laisser passer aussi. Faut pas surréagir directement. Ça peut être comme partout des moments passagers. En fait, s'il y a des trucs qui me vont plus, si par exemple j'en ai marre d'être en van, je reprends un appart. Et puis si vraiment j'en ai marre, je rentre en France et puis voilà, ça aurait été cool quoi. Moi ce qui me fait le plus peur peut-être maintenant, c'est le retour à la réalité quand je vais rentrer en France. Et moi j'ai toujours eu ce problème quand je partais sur des longs voyages, c'est quand je rentre en France, j'ai toujours un petit peu un moment de down parce que tu vis dans l'instant. Et donc ça me fait peur, mais du coup voilà, je ne doute pas que je réussirai à rebondir assez vite. Puis encore une fois, ça me permet vraiment d'exercer ma passion et franchement pour moi c'est le principal. Il commence à faire beaucoup très nuit, mais c'est ça en fait de tourner dans la nature, on n'a pas vraiment le choix et je voulais quand même essayer de profiter de cette golden hour. Il y a le mont Taranaki qui est juste là, mais qu'on ne voit pas très bien, peut-être un petit peu, parce que les nuages ont décidé de s'inviter. Bref, je vous laisse sur quelques belles images de la Nouvelle-Zélande que j'ai pu tourner encore pour vous donner un petit peu envie de partir. Et encore une fois, si vous voulez partir, n'hésitez pas. Et je suis là pour répondre aussi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Encore une fois, j'ai pas la science infuse sur le sujet. Je parle vraiment en fonction de ma perspective à moi. Et j'essaie de vous donner quelques clés pour vous donner envie et pour vous donner une idée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon voyage si vous partez. Et sinon, si vous voulez juste kiffer et regarder un petit peu ce que c'est d'être en PVT sans partir depuis votre canapé dans votre salon, c'est possible. Allez sur ma chaîne, baladez-vous. Je suis sûr qu'il y a des vidéos qui vous plairont. A plus!